C'est parti! Bonjour. Alors, je me présente, Marc Saint-Pierre. Je suis consultant en éducation. J'ai été aussi le collègue de certains d'entre vous pendant un certain nombre d'années, puisque avant de prendre la retraite, j'ai été 12 ans directeur général adjoint à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Alors, bienvenue à ce webinaire où on va essayer d'apprivoiser le plan d'engagement vers la réussite. D'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous êtes quand même nombreux ici. Je vais vous indiquer également que ma collègue, là, dans le dossier du plan d'engagement vers la réussite à la Fédération des commissions scolaires, Mme Claude Boivin, qui est aussi consultante dans ce dossier-là, participe actuellement au webinaire et pourra éventuellement là, intervenir au moment des questions. Alors, tout au long du webinaire, vous allez avoir le plaisir ou le déplaisir, c'est selon, là, de me voir apparaître dans un coin de l'écran. Mais essentiellement, ce que vous allez avoir à l'écran, là, ce sont les diapositives, donc les principaux éléments de la présentation. Si en cours de route, vous rencontrez des problèmes techniques, en tout cas au niveau de votre connexion là, avec le webinaire, il y a toujours moyen, à partir de la fenêtre de clavardage, c'est clavardage, c'est ça? À partir de la fenêtre de clavardage, de signaler votre problème, puisque je ne suis pas tout seul. Là, il y a plein de monde à ma gauche et à ma droite là, qui sont là pour essayer de régler ces problèmes-là au fur et à mesure qu'ils se présenteront. À tout moment aussi, pendant la présentation, vous pouvez, via l'outil de clavardage qui apparaît à votre écran ou dans un des menus déroulants, formuler votre question. Et on va garder ces questions-là et on va réserver une période à la fin de la présentation pour y répondre. Naturellement, on va essayer d'y aller par regroupement de questions et je vais tenter avec Claude de répondre aux principales questions qui sont posées. Mais soyez assurés d'une chose, d'une part, si on ne répond pas à votre question de façon très, très spécifique, toutes les réponses qui seront posées recevront une réponse. Alors, que ce soit par téléphone ou par courriel ou autrement, toutes les questions là, trouveront une réponse aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, les objectifs du webinaire, bien écoutez, vous avez vu la présentation de l'offre. On va regarder un petit peu la question là, du plan d'engagement vers la réussite. On va parler d'entrée de jeu de toute la question des échéances, de l'échéancier. Après ça, on va faire une comparaison, en fait, d'où on part, où est-ce qu'on arrive avec ça. On avait autrefois un plan stratégique, on avait une convention de partenariat. Maintenant, on semble avoir fait une fusion de tout ça pour aboutir avec quelque chose qui s'appelle un plan d'engagement vers la réussite. Il y a quand même certaines nuances à apporter, on les verra. Puis éventuellement, on va regarder toute la question de la planification, les différentes étapes de planification. Et puis finalement, on vous présentera l'offre de service que, en fait, les différentes offres de services que la Fédération des commissions scolaires du Québec peuvent vous faire, les différents services qu'on est en mesure de donner là, pour vous engager, pour vous accompagner dans la réalisation de ce plan-là. Alors, encore une fois, je vous remercie de votre participation. Sur la question des échéanciers, naturellement, ce que la loi prévoit, c'est que le 1er juillet 2018, vous devrez rendre public, donc à partir de cette date-là, prendra effet le plan d'engagement vers la réussite. Ça, c'est en théorie. En théorie, on sait que tout est beau et tout fonctionne bien, mais en théorie, le 1er juillet 2018, ça devrait entrer en action. Par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas vous n'avez pas jusqu'au 1er juillet, en théorie, pour produire le plan en question, puisque la loi prévoit, à partir du moment où vous transmettez votre plan au ministère, il y a un délai de 60 jours qui s'applique pour donner le temps au ministère de rétroagir sur le plan, d'apporter des modifications, vous demander d'apporter des modifications, le cas échéant, là, en vertu de l'article 459.2 qui donne des pouvoirs au ministre à cet effet-là. Ça veut dire que normalement, en théorie, le 1er mai, vous devriez avoir terminé pour l'essentiel les principaux travaux en lien avec le plan d'engagement. Maintenant, je sais, puis là-dessus, je n'ai pas de réponse. On va attendre les cibles du ministre, on va attendre la politique. Donc, il y a différents éléments d'information qu'on n'a pas. Alors, on verra en temps et lieu. Mais en théorie, c'est le 1er juillet 2018. Puis pratico-pratique,
si cette échéance-là devait être la bonne, en fait, la véritable échéance, c'est le 1er mai, parce qu'il faut transmettre, puis il faut appliquer un délai de 60 jours avant que le plan prenne effet. Alors ça, c'est sur la question des échéanciers. Une petite phrase d'Alvin Toffler, l'auteur de je ne me rappelle pas de quoi, là. En tout cas, c'est un gars qui s'est intéressé au changement, en tout cas, de toute façon. Vous devez penser à de grandes choses pendant que vous faites de petites choses, de sorte que toutes les petites choses vont dans la bonne direction. Alors, je pense qu'avant d'amorcer un travail et de commencer à s'intéresser aux détails de tout ce qu'on retrouvera dans le plan d'engagement, je pense que c'est important d'avoir une bonne vision au départ de ce que c'est, une bonne vision d'où vous voulez aller, puisque chacune des opérations qui seront à venir après ça pourront être colorées par cette vision-là, puis colorées par la compréhension que vous avez de ce que c'est le plan d'engagement vers la réussite, puis à quoi ce plan-là pardonnez-moi la redondance, mais à quoi ce plan-là vous engage à partir du moment où il a été élaboré. Donc, le plan d'engagement, le plan stratégique, la convention de partenariat, est-ce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet? Est-ce qu'on a gardé les mêmes vieilles affaires puis on a nommé ça autrement? Évidemment que dans ces plans-là, de façon commune, on va retrouver, on va vous demander c'est quoi votre commission scolaire, vous êtes où, c'est quoi vos enjeux, on en est où avec la réussite chez vous? Ça, je pense que c'est un classique, c'est connu. On va vous demander de déterminer un certain nombre d'objectifs, de vous donner des cibles de réussite, comment vous allez vous assurer que ces cibles-là sont atteintes, quels indicateurs vous allez utiliser. Alors, c'est des éléments qu'on retrouve. Alors là, il y a comme quelque chose, on n'est pas en terrain qui est totalement étranger, on reste en terrain connu. Mais est-ce qu'ils sont semblables? À première vue, peut-être, mais quand vous y regardez de plus près, il y a certaines différences, certaines nuances dont il faut absolument tenir compte. D'abord, le plan d'engagement, il remplace carrément le plan stratégique puis la convention de partenariat. Donc, il prend la place, ce n'est pas un amalgame, ce n'est pas une addition des deux plans, ce n'est pas étape 1, étape 2, c'est vraiment le premier remplace les deux autres. Si, par exemple, je faisais une petite analogie familiale, par contre, je vous dirais que si le plan d'engagement, c'était le bébé, que le père, c'était le plan stratégique, puis que la mère, c'était la convention de partenariat, forcé d'admettre, puis vous le verrez dans les minutes qui suivent, que le bébé retient un petit peu plus du père que de la mère. Alors voilà. Donc, le premier remplace les deux autres. Une différence qui est assez importante, on était assez vague et générale dans la première mouture là, de la loi 88, quand on a adopté toute cette idée de convention de partenariat sur les personnes que vous deviez absolument consulter. Alors, la loi 105, elle, est beaucoup plus précise dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'on va vous dire qui vous devez consulter. Donc, il y a des consultations, il y a des passages obligés et il y a des groupes qui doivent être absolument consultés. Alors ça, on précise ça dans la loi. Ce qui est assez particulier pour ceux qui ont eu l'expérience bon, d'abord préparer un ou deux ou trois peut-être plans stratégiques dans leur carrière, ou ceux qui ont eu l'opportunité ou la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça la chance, mais en tout cas qui ont eu à produire une convention de partenariat, donc de convenir avec la ministre ou le ministre d'un certain nombre de choses. Vous vous souviendrez que dans la convention de partenariat, on vous demandait carrément, au-delà des sites, des indicateurs de votre situation et de vos enjeux, on vous demandait d'identifier un certain nombre de moyens, un certain nombre d'actions que vous alliez mettre en place pour vous permettre de réaliser vos objectifs, d'atteindre vos cibles. Dans ce cas-ci, c'est disparu. Je veux dire, il n'y a plus aucune référence aux actions et aux moyens à mettre en place dans le plan d'engagement. Dans le plan d'engagement, ce qu'on va vous demander, c'est de produire un état de situation, de formuler un certain nombre d'objectifs, éventuellement de vous donner des cibles et de définir un certain nombre d'indicateurs sur lesquels vous allez vous appuyer. Mais il n'y a rien dans le plan quant aux moyens
qui devraient être choisies ou des actions qui devraient être prises, des actions concrètes pour atteindre les cibles en question. On ne retrouve pas ça. Donc, on est plus vraiment du côté du plan stratégique, encore que dans le plan stratégique, on avait des axes d'intervention qui venaient préciser le type d'action sur lesquelles on allait travailler. Mais dans ce cas-ci, c'est évacué là, du portrait d'une certaine façon. Il y a des nuances à faire, là, puis j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Oh, pareil. C'est parce qu'il y a comme un délai, hein? Bon, on va revenir. Bon. Naturellement, ça, c'est pas nécessairement différent de ce qu'on trouvait, mais c'est quelque chose qu'on trouvait davantage, pas au niveau du plan stratégique, mais c'est un élément qu'on trouvait davantage dans la mécanique là, où on articulait la convention de partenariat et la convention de gestion. C'est-à-dire que la convention de partenariat, c'est comment la commission scolaire va supporter le ministre dans l'atteinte des grands buts qui sont définis. Puis dans la convention de gestion qu'on établissait avec nos établissements, ben, c'est-à-dire à l'établissement, ben, comment toi, tu vas contribuer à l'atteinte des cibles ou à l'atteinte, à la réalisation des buts auxquels nous-mêmes on contribue. Dans ce cas-ci, la commission scolaire doit s'assurer que les orientations puis les objectifs des projets éducatifs des écoles sont cohérents avec son plan d'engagement vers la réussite. Donc, il faut assurer une certaine cohérence au niveau des orientations et des objectifs. Parenthèse, on n'est pas dans les moyens, on est vraiment dans les orientations et les objectifs. Donc, on n'est pas dans les moyens, et ça revient souvent, les moyens, c'est entre les mains des écoles. Donc, théoriquement, on devra supporter ces moyens-là, on devra s'assurer d'accompagner puis de supporter les écoles pour leur permettre de réaliser le contenu de leur projet éducatif. Mais ça arrive quand les projets éducatifs vont atterrir. Là. Mais pour le moment, la commission scolaire doit strictement s'assurer qu'il y a un niveau de cohérence entre, et c'est pour ça qu'il y a aussi là un délai entre le moment où le projet éducatif est produit puis le moment où il prend effet. C'est-à-dire que de la même façon que le ministre se donne un 60 jours pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur des plans d'engagement, puis éventuellement faire un certain nombre de commentaires, la commission scolaire peut dire à l'école, ben, c'est pas tout à fait cohérent, il faudrait peut-être que vous retravailliez ça un petit peu. Bon. Alors, donc, la commission scolaire doit s'assurer que les orientations et les objectifs des projets éducatifs des écoles sont cohérents avec son plan d'engagement vers la réussite. Naturellement, et puis ça, 459.2, c'est assez clair, puis 459.3, les deux articles de la loi 105, en fait de la loi sur l'instruction publique là, qui a été modifiée, le ministre a un pouvoir d'intervention qui est accru. Le ministre, là, le plan d'engagement vers la réussite ne correspond pas à ce que lui a mis dans son propre plan stratégique, ne correspond pas à ses orientations, ne correspond pas au cible, en tout cas ce qu'il a ciblé comme intervention possible, ben, le ministre pourrait très bien, à la limite, en s'appuyant sur l'article 459.2, décider, en tout cas, influencer très fortement vos orientations, vos objectifs et vos cibles. Alors ça, c'est clair, il y a un pouvoir d'intervention qui est important là-dessus pour le ministre. Et dans l'article 459.3, je crois, le ministre peut même intervenir sur la façon dont vous allez développer votre plan d'engagement, sur la façon dont vous allez travailler avec vos écoles qui, elles, préparent leur projet éducatif. Donc, non seulement il peut intervenir au niveau du contenu de votre plan, mais il pourrait à la limite intervenir sur le processus d'élaboration du plan lui-même. Alors, j'aurais le goût de faire une petite face, mais je vais me garder une petite gêne. Naturellement, si on considère le plan d'engagement vers la réussite,
À partir du moment où on évacue du plan toute la question des moyens, on est davantage dans l'esprit d'une gestion axée sur les résultats, puisque dans le plan d'engagement, il ne sera pas question de ce qu'on va mettre en place, il sera question des résultats qu'on désire obtenir. Donc, nos objectifs, c'est quoi? Quelles sont les cibles qu'on se donne? À partir de quels indicateurs on va s'assurer que, sur quels indicateurs on va s'appuyer pour dire que les cibles sont atteintes ou non. Donc, on est vraiment dans l'esprit d'une gestion qui est axée sur les résultats pour ce qui concerne le PEVR. Pour ce qui concerne, mais là, je fais juste une parenthèse, si on s'en va au niveau du projet éducatif des écoles, c'est peut-être pas si clair qu'on est dans une gestion axée sur les résultats, parce qu'il y a beaucoup de questions de moyens, puis on sait qu'à travers les règles budgétaires, à travers la politique sur la réussite éducative que le ministre devra déposer, s'il n'y a pas là-dedans des moyens qui sont directement dictés au milieu, disons qu'il y a certaines influences qui vont se dégager de tout ça puis qui risquent d'orienter les moyens qui vont être choisis. Alors, on est un petit peu à cheval sur les deux, mais pour ce qui concerne strictement le plan d'engagement vers les réussites, on est vraiment dans l'esprit de produire des résultats puis de rendre des comptes sur des résultats et non pas de rendre des comptes sur des moyens qu'on aurait pris ou qu'on aurait mis en place. Et naturellement, ce qu'on retrouvait à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, ce qu'on retrouvait à l'époque dans la convention de partenariat, c'est qu'on vous disait, en plus de dire par quels moyens vous allez atteindre vos cibles, on vous disait également comment vous allez évaluer si vous avez atteint les cibles ou non. Ça va être quoi les modèles, votre mode d'évaluation de l'atteinte de tout ça. Alors, on ne vous pose pas de questions là-dessus sur comment vous allez évaluer ça. On prend pour acquis que vous allez rendre des comptes au ministre à travers votre rapport annuel. Mais pour le reste, là, sur comment vous allez évaluer les choses qui sont mises en place, comment vous allez procéder pour évaluer. Donc, ça, c'est évacué. Donc, les modes d'évaluation ne sont plus présents. Je ne sais pas si à ce moment-ci, on a beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des gens au bout de la ligne? Oui. Okay. Vous savez, c'est assez particulier, hein? Moi qui aime bien regarder les gens, m'avancer dans la salle pour ceux qui m'ont vu dans leur organisation, me retrouver en face des Dupont et Dupont, c'est assez particulier. Bon, le plan d'engagement vers la réussite, là, je fais maintenant on a travaillé au niveau du pareil, pas pareil. Là, on va regarder essentiellement ce que c'est. D'abord, le plan d'engagement vers la réussite. Il doit être en tout point cohérent avec les orientations et les objectifs du plan stratégique du ministère de l'Éducation. Le plan stratégique devrait être disponible. Donc, il devrait être cohérent avec les orientations et les objectifs du plan stratégique. Je sais qu'il y a un certain nombre d'organisations, de commissions scolaires qui ont déjà commencé à travailler sur leur plan, à déjà identifier un petit peu dans leur milieu les enjeux de réussite, commencer à faire un portrait de situation, on en est où par rapport aux résultats, on en est où par rapport, on a fait un bilan de notre dernier plan stratégique. Bon, évidemment, c'est pas du travail qui est perdu, c'est pas du temps qui est mal investi, bien au contraire. Tant qu'on reste au niveau du portrait de situation et qu'on envisage un certain nombre de choses à travailler, on est là quand même. Il serait assez étonnant. On ne sait pas ça va être quoi le contenu du plan stratégique, naturellement, mais ce serait assez étonnant que le ministre, dans son plan stratégique, souhaite qu'il y ait moins de réussite dans nos écoles, puis il y ait moins de réussite dans les commissions scolaires. Alors, tant qu'on travaille sur le dossier de la réussite, on est quand même en lien direct. Et non seulement le PEVR doit être cohérent avec les orientations et les objectifs du plan stratégique, la période couverte par le plan d'engagement vers la réussite doit être harmonisée avec la période qui est couverte par le plan d'engagement, par le plan stratégique du ministère. Donc, il y a une harmonisation des périodes. Et naturellement, le troisième élément qui est à retenir, c'est le fameux article 459.2, 459.3, j'en ai déjà parlé, qui donne au ministre un certain nombre de pouvoirs d'intervention. Essentiellement, que doit contenir le PEVR? D'abord, une présentation du contexte de votre commission scolaire. Dans quel contexte vous évoluez? Et dans ce contexte-là, vous devez inclure également les besoins des établissements. Parce que naturellement, bon, vous avez participé comme
plusieurs de vos collègues aux échanges, aux discussions à une tribune ou à une autre sur le projet de loi 86, puis éventuellement le projet de loi 105 qui a finalement été adopté. Vous savez la place que prennent les établissements, tout le discours autour de l'autonomie des établissements, l'autonomie de moyens, le choix des moyens. Donc, on vous dit, OK, présentez-nous le contexte de votre organisation, mais on vient préciser dans la loi que ce contexte-là doit également inclure les besoins des établissements. Bon, sous quelle forme, jusqu'à quel niveau de précision, bien ça sera à voir, là, mais vous devez tenir compte des besoins des établissements puis présenter ça à l'intérieur de votre contexte. On peut comprendre que c'est des besoins qui peuvent, dépendant du territoire que vous couvrez, dépendant de la distribution des écoles favorisées et défavorisées, dépendamment des écoles qui sont en plus grande difficulté, moins grande difficulté, mettons des écoles où l'effet enseignant est plus ou moins présent, ou en tout cas présent, mais pas nécessairement dans le bon sens. Même chose au niveau du leadership. En tout cas, bref, il y a un ensemble de variables qui est à considérer, mais il faut penser aux besoins des établissements quand on va dresser le portrait du contexte dans lequel la commission scolaire évolue. Naturellement, bien, en lien avec le contexte, en lien avec les besoins des établissements, il y a un certain nombre d'enjeux qui ressortent. Alors, est-ce que c'est l'intervention précoce? Est-ce que c'est la littératie? Est-ce que c'est les transitions d'un ordre d'enseignement à l'autre? Est-ce que c'est la diplomation en formation générale des adultes? Est-ce que c'est l'alphabétisation? Bref, il y a un ensemble d'enjeux qui peuvent se présenter. Donc, vous devez définir ce que sont les principaux enjeux. Quelles sont les attentes de votre milieu? Je vais revenir là-dessus tantôt, mais quand on parle de milieu, on peut comprendre que c'est le milieu au sens large. Donc, on peut penser communauté. Mais curieusement, puis vous le verrez tantôt, la communauté ne fait pas partie du passage obligé dans votre ronde de consultation obligatoire. Donc, il y a un certain nombre de groupes à consulter, c'est prévu par la loi, mais le milieu comme tel, les organismes du milieu, le milieu municipal, vos partenaires communautaires, partenaires politiques, bref, ils ne sont pas nommés, mais en même temps, dans le PEVR, vous devez traduire un petit peu ce que sont les attentes du milieu par rapport à votre organisation, par rapport à votre commission scolaire, par rapport aux services que vous rendez. Et bon, tout ça apparaît en même temps. Bon, après ça, bien, à partir du moment où les enjeux sont clairs, les attentes du milieu sont bien cernées, bien là, vous devez développer des grandes orientations, c'est-à-dire vers quoi on va travailler. Des objectifs qui sont assez précis, des objectifs, on parle beaucoup d'objectifs SMART, là, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, avec une échéance dans le temps. Donc, les orientations, les objectifs retenus, ça doit se retrouver là-dedans, naturellement, avec les cibles et les indicateurs. Les cibles qui sont visées, les cibles de réussite, puis les indicateurs que vous allez retenir là, pour vous assurer que les cibles sont bien atteintes. Par exemple, en littératie ou en maîtrise de la langue française, quels indicateurs vous allez retenir? Est-ce que c'est le nombre d'élèves qui sait lire à la fin de la première année? Est-ce que c'est la réussite aux épreuves de sixième année? Est-ce que c'est des épreuves maison? Est-ce que, bon, peu importe comment vous recueillerez vos données, il y a un certain nombre d'indicateurs qui seront retenus, qui vous permettront là, de dire, bien, OK, on a atteint la cible ou on ne l'a pas atteint. Et qui permettra de dire, bien, est-ce que l'objectif est atteint ou il n'est pas atteint. Donc, les orientations, les objectifs, les cibles visées, les indicateurs que vous retenez. Et naturellement, il y a un certain nombre de figures imposées. Quand je parle de figures imposées, c'est qu'il y a un certain nombre de consultations qui sont obligatoires, puis à côté desquelles vous ne pouvez pas passer. Et il peut y avoir des figures imposées aussi par le ministre, là, dans le cadre, là, encore une fois, de l'article 459, 2 et 3. Et vous devez joindre à tout cela une déclaration de service, c'est-à-dire vous devez dire, voici les services qu'on offre, voici le niveau de qualité de service qu'on est en mesure de vous offrir et qu'on compte vous offrir, etc., etc. C'est peut-être probablement pas la partie la plus fastidieuse, puisque c'est peut-être une partie de la loi sur l'administration publique qui n'a jamais touché directement les commissions scolaires, mais l'ensemble des organismes gouvernementaux produisent déjà une déclaration de service, c'est prévu à la loi sur l'administration publique. Et j'ai pu remarquer, en me promenant d'une commission scolaire à l'autre, d'un plan stratégique à l'autre, qu'un certain nombre de vos organisations qui avaient déjà produit une déclaration de service là, qui tient en 1 ou 2 paragraphes. Ce n'est pas une thèse de doctorat qu'on est en train d'écrire quand on fait une déclaration de service.
Donc, c'est de dire à la population, bien, voici les services qu'on donne, puis voici la qualité de service qu'on entend bien vous donner, puis voici à peu près comment on vous offre ces services-là, puis comment vous y avez accès. Concernant les fameuses consultations, alors voici les gens que vous devez consulter. D'abord, vous devez consulter, et là, quand on parle de consultation, là, je vais apporter une nuance importante. C'est-à-dire que dès le début du processus, quand vous voulez dresser un portrait de votre situation, donc définir votre contexte, c'est quoi les attentes de votre milieu, c'est quoi les besoins plus particuliers de vos écoles, qu'est-ce que les acteurs ont à dire. Vous êtes en préparation, en planification, vous n'êtes pas en projet final, là. Vous n'êtes pas en train vous n'êtes pas au processus de la révision linguistique avant d'envoyer ça au ministre. Vous êtes vraiment dans les premières consultations pour réaliser un portrait de votre milieu. Alors, quand on parle de consultation dans la loi, là, on n'est pas là. C'est-à-dire que quand votre projet sera prêt, quand votre projet sera dans l'esprit de la loi, quand votre projet sera suffisamment développé, quand il y aura juste des corrections à faire, quand il y aura possiblement encore un certain nombre de petites corrections à faire, mais que l'essentiel va être là, c'est-à-dire la définition du contexte, les attentes du milieu, les principaux enjeux, les objectifs, les cibles que vous pourriez vous donner, à partir de ce moment-là, ce projet-là, avec son contenu, vous devez le soumettre à une consultation formelle qui est prévue dans la loi. Alors, voyez-vous, là, je ne parle pas des premières consultations, des premiers échanges pour dresser un portrait de situation. On parle que ces gens-là, ces groupes-là, ces acteurs-là, ces parties prenantes-là doivent être consultés à partir du moment que vous avez un document là, que vous pourriez théoriquement déjà faire parvenir au ministre. Donc, c'est ces gens-là que vous devez consulter. Alors, donc, vous devez consulter votre comité de parents, vous n'en serez pas surpris. Vous devez consulter le comité des élèves handicapés et difficultés d'adaptation d'apprentissage. Donc, votre comité HDA doit être consulté aussi. Vous devez consulter votre CCG de façon formelle. Vous devez consulter chacun de vos conseils d'établissement. Là, on parle d'école et centre. Vous devez consulter vos enseignants et les autres membres du personnel. Alors, naturellement, les enseignants, les professionnels, les techniciens, personnel de soutien technique, personnel de soutien administratif, vos directions d'établissement, vos cadres de service, puis comment, selon quelle modalité, en passant par leurs associations, en passant par, bon, il y a différents chemins pour les consulter, mais probablement que les associations, notamment là, de direction, de cadre, ou je pense à la QCS, peu importe, à l'association de cadres d'établissement auquel vos directions adhèrent, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de passage qui devra se faire via les associations. Pour ce qui est des enseignants, bien écoutez, ça sera à voir. Là. Il y a les syndicats qui sont dans le portrait qui les représentent. Il y a d'autres instances aussi qui existent. En tout cas, bref, il y a comme un passage obligé. Il faut également consulter les enseignants et les autres membres du personnel. Et naturellement, vous devez également consulter les élèves. Alors, il y aura peut-être des précisions à apporter. Les élèves, est-ce que c'est les conseils d'élèves? On sait qu'il y en a au primaire, il y en a au secondaire. Est-ce que c'est des élèves qui siègent dans les CE? Est-ce que... Bon, bref, les élèves doivent être consultés, donc on doit leur présenter le projet de plan d'engagement vers la réussite, puis aller chercher leur avis là-dessus. Je ne sais pas si vous remarquez, là, évidemment, il y a des acteurs qui sont assez centraux là-dedans, parce que d'une certaine façon, si on considère que le CCG, essentiellement, c'est le DG et ses directions d'école, plus les cadres de service sur invitation, puis souvent, ils sont toujours là, mais vous avez une majorité de directions d'école qui vont se prononcer là. Vos directions d'école vont également se prononcer dans le cadre de la consultation aux autres membres du personnel et éventuellement, de façon indirecte, vos directions d'école vont être également appelées à se prononcer sur le projet d'une façon, ou en tout cas répondre à un certain nombre de questions sur le projet dans leur conseil d'établissement. Ils ne sont pas majoritaires au CE, mais on présume qu'ils assument dans leur conseil d'établissement un certain leadership, donc ils seront mis à contribution par leur CE. Alors, donc là, on voit qu'il y a des façons différentes là, de rejoindre nos directions d'école.
pas nécessaire de dire que ça reste des partenaires importants dans la démarche. Les parents également, puisqu'ils sont consultés à la fois dans les CE, à la fois au comité de parents, puis à la fois au comité HDA. Donc, les parents, les directions d'école, ça a l'air d'être assez incontournable en termes de consultation. Puis les élèves, bien naturellement, il faut leur faire une place là-dedans. Ce qui est un petit peu plus particulier, puis écoutez, j'ai pas éclairci ce bout-là totalement, mais ce que la loi dit, c'est que vous devez consulter tout ce monde-là, mais qu'en plus, à la toute fin, le CCG et le comité de parents ont aussi un pouvoir de recommandation. C'est-à-dire qu'ils peuvent recommander directement un certain nombre de changements ou un certain nombre de modifications quant au contenu du plan. Donc, il y a un pouvoir de recommandation au niveau du CCG et au niveau du comité de parents. Est-ce que ça veut dire qu'à la limite, si vous ne retenez pas les recommandations, vous devez répondre par écrit, vous devez répondre publiquement tout le moins. En tout cas, vous ne pouvez pas répondre à des recommandations qui sont faites dans le cadre de la loi. Pour ce qui est des autres membres du personnel, conseil d'établissement et tout le reste, bon, vous leur demandez un avis, ils sont consultés. Est-ce que vous devez tenir compte de l'avis, pas tenir compte de l'avis? Bien, ça dépend toujours de l'avis, puis de votre position, puis de votre milieu. J'entendais le ministre récemment qui disait sur la question des cours d'économie, j'ai reçu un avis du Conseil supérieur, c'est vrai, puis j'en ai pas tenu compte, puis c'est correct parce qu'il m'a donné son avis, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Alors, ça, c'est un point de vue, mais le pouvoir de recommandation, c'est une autre affaire. Ça, c'est pas tout à fait clair, mais éventuellement, le CCG et le comité de parents peuvent recommander un certain nombre de modifications au plan que vous avez entre les mains. Là, si vous pouvez juste adresser en chattant un ou deux petits commentaires à ma collègue ici à ma gauche que vous ne voyez pas, il faudrait que je tasse la caméra pour dire si jusque-là ça va, le rythme est-tu bon, puis avoir un petit feedback parce que je ne vous vois pas là. Alors, c'est un petit peu embarrassant. Quoique j'ai un directeur général de commission scolaire, puis... pardon? Oui? La première question vient de Mme Louise Jolicoeur, secrétaire générale à la commission scolaire des Laurentides. Elle voudrait savoir qu'en est-il des cibles déterminées par le ministère? En fait, je ne sais pas si les cibles en principe devraient se retrouver dans le plan stratégique du ministère. En tout cas, il y a un certain nombre d'orientations qui devaient être là. Ce qu'on a compris par ailleurs entre les lignes, c'est qu'il y aurait un certain nombre d'indications au niveau des cibles et des buts à l'intérieur même de la politique sur la réussite éducative. La politique sur la réussite éducative devrait être déposée au printemps, mais comme j'ai entendu, le printemps finit le 20 juin. Alors, pour ce qui est des cibles, peut-être que le ministère va donner un certain nombre d'orientations là-dessus en disant, bien, essayez de toucher ces éléments-là, mais à l'intérieur de la commission scolaire, à partir des enjeux qui ont été identifiés puis de la situation de la réussite, vous aurez à déterminer des cibles vous-même. Des cibles, est-ce qu'on aura des cibles chiffrées dans des domaines très particuliers? Regardez, je ne sais pas, je suis en attente comme tout le monde. Je veux juste vous rappeler que quand on a développé les conventions de partenariat, la ministre, Mme Courchaine, à l'époque, avait nommé 5 buts, la maîtrise de la langue française, l'augmentation des inscrits de moins de 20 ans en formation professionnelle, etc. Et il y a une seule cible qui avait été chiffrée, puis pour laquelle chacune des commissions scolaires avait une cible personnalisée. C'était sur les taux de diplomation avant l'âge de 20 ans d'ici 2020. Alors, il y avait une cible nationale de 80 %, mais cette cible-là était modulée différemment d'une commission scolaire à l'autre. Jusqu'où ça va aller? J'espère que je réponds à votre question, là, mais je vous réponds avec les éléments d'information que je possède au moment où on se parle. La deuxième question vient de Stéphane Rondeau, directeur des services éducatifs à la commission scolaire au Bois de l'Outaouais. Il se demande à qui les recommandations doivent-elles être faites? Bien, théoriquement, le CCG, le comité de parents font des recommandations. Naturellement, dépendant du modèle de fonctionnement d'une commission scolaire à l'autre, moi j'ai connu un modèle où il y avait toujours un représentant de la direction générale qui était là, présent au comité de parents. Le CCG, le DG est là. Naturellement, ultimement, le plan d'engagement vers la réussite, c'est le plan de la commission scolaire, c'est le plan du conseil. C'est le plan du conseil des commissaires, parce que c'est le conseil des commissaires qui adopte ce projet-là.
il ne fait pas juste l'approuver, il l'adopte. Donc, éventuellement, peu importe le cheminement que ça va prendre, les recommandations du CCG, les recommandations du comité de parents devront aboutir sur la table du conseil s'il y a des modifications qui doivent être apportées ou possiblement qu'il y a des gens qui souhaitent des modifications. Il faut que ça soit amené là où le projet peut être adopté ou amendé, c'est-à-dire à la table du conseil. Donc, ça peut cheminer de façon différente. Essentiellement, c'est sûr que le CCG ne va pas faire des représentations directement au conseil, ni le comité de parents, même s'il y a des comités, il y a des commissaires parents qui sont là. Ça va probablement transiger à travers le DG, puis c'est au DG à acheminer ça là, au conseil des commissaires, puisque, bon, c'est une vieille rengaine, mais le conseil des commissaires a un employé, son employé, c'est le DG. Alors, c'est au DG à amener ces recommandations-là au conseil. Troisième question qui vient de Caroline Dupré, directrice générale Commission scolaire Saint-Hyacinthe. Bonjour, Madame Dupré. Qui se demande quel est le rôle des commissaires dans la consultation. Évidemment, je vais revenir à ces éléments-là d'information et de planification dans quelques minutes. En fait, le conseil des commissaires, dans tout ce processus-là, partant du principe que le plan d'engagement vers la réussite, c'est le plan de la commission scolaire, c'est le plan du conseil. Est-ce que le conseil est consulté? Est-ce qu'il fait partie de la démarche de consultation? Mais je vous dirais qu'en toute logique, c'est le conseil qui consulte. Puis, la cheville ouvrière du conseil, c'est le DG. Fait que c'est le DG qui a le mandat du conseil de dire consulte tout ce monde-là. Alors, le conseil, je présume que le DG, en cours de processus, va faire des retours au niveau du conseil. Puis là, les commissaires pourront se prononcer au fur et à mesure des travaux, puis tout ça. Je veux dire, tu sais, si vous ne parlez jamais de votre PEVR ou si il n'y a jamais quelqu'un qui parle du PEVR aux élus, puis vous arrivez à la toute fin, vous avez consulté tout le monde, puis tout est beau, puis là, vous déposez ça sur la table. Écoutez, je pense qu'il y a un principe qui est clair là-dedans. Là. Il ne faut pas que le conseil ait des surprises en voyant le document arriver. Là. Donc, je pense qu'il est partie prenante de la consultation, mais il est maître d'œuvre de la consultation à travers son DG. Le conseil ne se déplacera pas en CCG. Le conseil ne rencontrera pas l'ensemble des enseignants et des membres du personnel. Puis le conseil ne rencontrera pas le comité HDA. Il ne les convoquera pas à sa table. La consultation va se faire via le DG qui va consulter, qui va organiser la consultation. Mais le conseil, c'est lui qui consulte tout le monde. C'est le conseil qui a la responsabilité de produire le plan d'engagement. Avec, naturellement, le soutien et l'appui du DG et de son équipe. Ça va-tu, Mme Dupré? Mais je vais revenir sur un certain nombre de détails. Bon. Là, je vais arriver 4 diapos plus loin. OK. Donc, là, écoutez, si vous regardez, oubliez le PEVR. À partir du moment où vous vous donnez un certain nombre d'orientations, vous définissez des objectifs, vous vous donnez des cibles, des indicateurs. OK? Il est clair qu'au terme de ça, même comme commission scolaire, même s'il y a une bonne partie des actions qui vont être définies à l'intérieur des écoles, mais vous devrez également définir comment vous allez soutenir les écoles, vous allez devoir définir un certain nombre d'actions que vous allez prendre. Vous allez devoir définir des actions. Peut-être qu'en termes d'actions, c'est de développer des politiques, par exemple. Vous allez devoir aussi assurer un certain suivi, c'est-à-dire des résultats. Donc, vous dites, OK, on chemine, on a des objectifs, des cibles, des indicateurs. Est-ce qu'on chemine dans le bon sens? Donc, vous allez devoir vous dire, ben écoute, on en est rendu où au niveau de nos résultats? Est-ce qu'on a développé des politiques pour soutenir nos milieux, pour soutenir des actions? Bon, bien, la mise en œuvre de ces politiques-là, ça va comment? Donc, vous devez monitorer ces affaires-là, puis éventuellement, bien, vous devez vous dire aussi à la toute fin du processus, pas du plan comme tel, mais d'élaboration du plan, vous devez vous donner une planification opérationnelle, c'est-à-dire qui va faire quoi pour que ça marche, puis qui va être responsable de quoi, puis c'est quoi le niveau de ressources qu'on va mettre là-dedans, comment on va piloter cette affaire-là, bon, etc., etc. Sauf que
strictement du point de vue du plan d'action, du plan d'engagement vers la réussite, ce que vous avez à présenter au ministre, ce que vous avez à produire pour le mois de juillet, c'est, là, dans le petit dessin, vous voyez, il y a préparation de la démarche, mais ça, de toute façon, vous devez le faire avant, il n'y a pas le choix. Mais tout ce que vous devez faire, c'est réaliser un portrait de votre organisation, puis après analyse du portrait, définir des orientations, des objectifs, des cibles, des indicateurs. Un coup que ça c'est enveloppé, vous avez pour l'essentiel le document que vous devez produire. Bon, après avoir passé à travers toutes les consultations nécessaires et puis tout le processus qu'on a vu précédemment, mais à partir du moment où vous avez ça, ben, réalisation du portrait, orientation, objectif, cible, indicateur, vous avez le contenu de ce qui s'appelle un plan d'engagement vers la réussite. Pour le reste, c'est des passages obligés, ça fait partie d'une planification qui est peut-être plus opérationnelle, mais je veux dire, ça prend des opérations, puis ça prend des actions pour faire atterrir des orientations, des objectifs, des cibles et des indicateurs. On ne peut pas s'asseoir en disant, bien là, on va attendre là, que dans les écoles, ça se passe, puis quand ça se sera passé, bien, on verra si ça a donné ce que ça devait donner. Je ne sais pas si ça te tente-tu, ça ne te tente pas, il faut être un petit peu plus opérationnel que ça, puis il faut encadrer toute la démarche. Donc, strictement, le plan d'engagement, c'est ces opérations-là. Si on regarde au niveau de la préparation de la démarche, puis à chacune des étapes, bien naturellement, vous avez un certain nombre de questions à vous poser. D'abord, vous en êtes probablement, il y a des gens qui sont déjà avancés, il y a des gens qui sont plus en attente, mais au moment de préparer la démarche, je pense qu'il y a un certain nombre de questions, puis ça peut faire partie d'un accompagnement là, par un consultant, là, mettons, là, de la Fédération des commissions scolaires. Mais c'est quoi les pratiques de planification prometteuses? On parle beaucoup d'approche efficace, hein, de données probantes, puis de ce genre de patente-là, mais on ne peut pas évacuer le fait que même en planification, il y a des approches au niveau de la planification qui sont plus porteuses, plus prometteuses que d'autres. Vous savez, est-ce que vous voulez une recherche de résultats? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous allez favoriser la concertation des parties prenantes? Ceux sur qui le plan a un effet et qui ont une influence sur le plan. Est-ce que le processus de planification, c'est une espèce de processus linéaire, une étape après l'autre, puis au terme de ça, on va produire ce qu'on a à produire pour le ministre, on va produire ce qu'on a à produire pour notre commission, ou en même temps, si ce ne serait pas un outil de mobilisation de l'ensemble du personnel autour d'un certain nombre de consensus, ou en tout cas de choses là, qui vont chercher l'aval d'un paquet de monde. Là. Donc, est-ce qu'on est capable de réunir des gens, de mobiliser des gens, puis de réunir autour d'un certain nombre d'objets de travail? Règle générale, quand on s'en sert comme outil de mobilisation, ça reste que c'est aussi une approche qui est extrêmement prometteuse. Est-ce que la démarche, par exemple, vous allez la faire de façon linéaire? C'est-à-dire que, bon, on va préparer notre démarche, on va réaliser le portrait, on va définir nos orientations, nos actions, nos suivis. Bon, puis quand tout ça, ce sera prêt, on va déposer le plan le 1er juillet 2018, puis on va dire aux écoles maintenant, bien, vous avez 1 an, à partir du moment où on a rendu effectif le plan, vous avez 1 an, parce que c'est ça que dit la loi, pour produire, bon, vous avez pas, dans l'année qui suit, vous devrez avoir produit votre projet éducatif, puis qu'il soit cohérent avec, bon, ce qu'on a dans le plan d'engagement vers la réussite. Donc, on commence par faire le PEVR, puis ensuite, on va voir les écoles. Ou si vous ne favoriseriez pas une démarche qui est plus itérative, qui est plus concomitante, c'est-à-dire que pendant qu'on prépare le PEVR, ben, les écoles peuvent déjà commencer à produire le projet éducatif. Donc, on essaie de mener les deux opérations en parallèle pour s'assurer d'une cohérence tout au long du processus, pas juste une cohérence en termes d'orientation d'objectifs, de cibles et d'indicateurs, mais même au niveau de la réalisation du portrait, etc., etc. Donc, vous avez différentes possibilités. Voilà, fait que ça peut... donc, au niveau de la préparation de la démarche, il y a différents types de démarches qui sont possibles. Au-delà du conseil des commissaires et de sa direction générale, par exemple, au niveau de la réalisation du portrait, qui selon vous autres, devrait participer à la définition et à l'identification des problèmes?
est-ce que les gens qu'on associe à l'identification et à la définition des problèmes, est-ce qu'on va aussi les associer à la définition des solutions? Est-ce qu'ils vont être aussi associés à la définition des objectifs, des cibles et des indicateurs? Si vous travaillez de façon très large, de façon participative, puis tout votre personnel est là, vos parents sont là, vos directions d'école sont là, est-ce qu'ils vont être également associés à la définition des solutions qui éventuellement devraient être mises en place, puis qui s'approprieraient éventuellement les écoles? Donc, il faut être capable de travailler de façon plus, je dirais pas proactive, mais plus participative. Est-ce que tout le monde est là à tous les moments et à toutes les étapes? Naturellement, au niveau de la planification de la démarche, vous aurez à vous poser des questions également. Comment on va organiser cette démarche-là? Est-ce qu'on a un comité de pilotage? Quelles ressources on met là-dedans? Comment on va s'assurer la gouvernance de ça? Comment on va organiser la communication de ça avec les différents acteurs? Comment vont se faire les allers-retours selon quel échéancier, par exemple, avec le conseil, etc., etc. Donc, je pense que planifier, ça se planifie, puis c'est une étape qui n'est pas sans importance, puis qui n'est pas sans être très, très, très stratégique, parce que la nature même de la démarche risque de venir colorer la nature même, puis je dirais même à la limite, le contenu du plan. Alors, la préparation de la démarche, c'est quelque chose qui est essentiellement là, important. Naturellement, la réalisation du portrait, c'est quoi votre portrait actuel, notamment en ce qui concerne la réussite? Naturellement, vous allez faire une cueillette, une analyse de données, vous allez faire le bilan du dernier plan stratégique, vous allez analyser le contexte, vous allez vous dire, on se donne des grands objectifs, mais c'est quoi notre capacité organisationnelle? On est-tu capable de livrer ça? On a-tu le nombre et les ressources qu'il faut pour livrer un plan à la hauteur des ambitions qu'on voudrait avoir? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va évaluer notre rendement? Comment on va se comparer à d'autres organisations? On va faire de l'étalonnage, on va se comparer à nous-mêmes, on va regarder sur la moyenne des 5 dernières années, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on va faire une analyse des problèmes, les causes, puis les conséquences des problèmes qu'on rencontre, etc., etc.? Quels résultats on va obtenir aussi quand on va arriver au niveau des orientations, cibles, indicateurs? C'est quoi les domaines qu'on va améliorer? On y va-tu par ordre d'enseignement? Est-ce qu'on a identifié un certain nombre d'écarts? Etc., etc. Et normalement, vous arrivez au terme de ça avec des orientations, des objectifs, des cibles et des indicateurs, puis il restera maintenant à définir quelles actions vous allez mettre en place. En fait, vous répondez à la question comment vous allez obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir, puis comment vous allez assurer le suivi de ça, puis qui va faire quoi. Alors, il y a peut-être un document qu'on pourrait éventuellement transmettre parce que ce sont les questions vraiment très générales, mais il y a des questions beaucoup plus précises là, qui sont développées à la suite de ça. Pas d'autres questions là? Donc, naturellement, là, écoutez, c'est une planification de la démarche. Là. Il n'y a pas de date d'écrit, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de contenu d'écrit, mais au moment où vous allez planifier la démarche, c'est sûr que au niveau de la planification de la démarche elle-même, vous avez un certain nombre de livrables à définir. C'est-à-dire, c'est quoi les principales opérations que vous allez mener? Qu'est-ce qui doit être réalisé à échéance de cette partie-là du parcours? C'est quoi qui est livrable au bout concrètement? Je pense qu'à chacune des étapes, il faut définir de façon assez concrète avec quoi on va sortir. Puis qu'est-ce qu'on va avoir avec les mains avant de passer à l'étape suivante? Donc, au niveau du portrait de la situation, vous allez arriver avec quoi à la fin? C'est quoi les opérations que vous allez mettre en place pour avoir le meilleur portrait possible? Même chose au niveau des sites, même chose au niveau des actions, au niveau du suivi, et puis au niveau de la mise en œuvre. Donc, il faut que la planification de la démarche elle soit très, très opérationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être livré à la fin de chacune des étapes, sans oublier que ce n'est pas une démarche qui est totalement linéaire non plus, puisqu'on comprend qu'entre les cibles, le portrait, il peut y avoir des allers-retours qui se passent aussi, des ajustements. Puis au travers de ça, vous avez des consultations. Est-ce que vous allez consulter juste à la fin ou vous allez consulter à chacune des étapes? Là, ce sera à voir, mais dépendant du portrait qui sera donné. Rapidement, il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient assisté à la présentation que je fais pour la Fédération sur les élus scolaires et la réussite ou les commissions scolaires performantes. Et je vais juste rappeler à votre bon souvenir qu'il y a des liens avec la recherche.
qui viennent peut-être aussi éclairer le processus que vous allez mettre en place. Et ce qu'on dit notamment dans les caractéristiques des commissions scolaires les plus performantes, c'est-à-dire les commissions scolaires, ce qui distingue ces commissions scolaires-là performantes de celles qui performent moins, toutes choses étant par ailleurs égales. Donc, commissions scolaires comparables, celles qui réussissent le mieux, c'est des commissions scolaires ou des conseils scolaires qui associent toutes les parties prenantes à la définition des problèmes, des solutions, des objectifs. Ça, c'est une des caractéristiques des organisations les plus performantes. Et là, je parle d'organisation, commission scolaire, puisqu'il y a de la recherche récente là-dessus, là, qui est assez concluante, qui a vraiment indiqué les liens qui existent entre ce que fait la commission puis le niveau de réussite des élèves. Un conseil scolaire performant, une commission scolaire performante, ça se concentre surtout sur les objectifs à atteindre, puis la progression de ces objectifs-là, la progression des résultats. Ça s'assure aussi que les objectifs, les actions, les ressources qui sont mises en place pour assumer, tout est aligné. Vous savez, je fais un parallèle avec, en pédagogie, ce qu'on appelle l'alignement curriculaire. Hein. Est-ce que le programme est clair? Est-ce que la progression des apprentissages dans le programme, c'est clair? Est-ce que la façon dont on enseigne les contenus du programme, est-ce que c'est en lien avec le programme comme tel? Puis ce qu'on évalue, c'est un sujet à mode de ce temps-là, l'évaluation, mais est-ce qu'on évalue ce qu'on a enseigné? Puis ce qu'on a enseigné, est-ce que c'est ce qu'il y avait dans le programme? Puis est-ce qu'on l'a fait selon les savoirs essentiels ou le niveau de progression au niveau des apprentissages? Donc, question d'harmoniser les ressources, les objectifs, les actions, les ressources, je dirais même les politiques en fonction de ce qu'on veut. Donc, ça prend un certain alignement, puis ça, je pense que c'est le travail d'un conseil scolaire de le faire. En tout cas, les conseils scolaires les plus performants le font, puis ils le font très bien. Ces commissions scolaires-là ont tendance à adopter un nombre assez limité d'objectifs, entre guillemets, non négociables, dans la mesure où toutes les parties prenantes ont été associées aux différentes étapes, définition des problèmes, des solutions, des objectifs. À partir de ce moment-là, les objectifs en nombre limité qui visent la réussite, principalement la réussite des élèves et la qualité de l'enseignement, ils deviennent non négociables. Ça veut dire qu'à partir de là, même l'autonomie des écoles, l'autonomie, ça se joue en termes de choisir des actions, mais des actions qui sont encadrées par les objectifs qui sont visés en termes de réussite et de qualité de l'enseignement. Donc, un nombre limité d'objectifs, vous savez, vous avez tous déjà fait des conventions de partenariat ou ceux qui ont participé à la première cuvée des plans stratégiques, j'en ai lu des dizaines et des dizaines de plans stratégiques. On avait tous 8 ou 9 axes d'intervention, une cinquantaine d'objectifs, puis à peu près 850 moyens qu'on n'était pas capable de suivre parce que c'était trop vaste, mais on avait tellement de fun à faire ça qu'on l'a fait. Mais il faut adopter un nombre limité d'objectifs puis vraiment taper sur les bons clous, donc être vraiment stratégique là, dans les choix qu'on va faire. Puis finalement, au niveau des organisations performantes, c'est des organisations qui sont capables de construire un équilibre entre les objectifs de réussite puis d'amélioration de la qualité de l'enseignement qui sont définis centralement, par exemple dans le plan d'engagement vers la réussite, puis l'autonomie requise par les établissements. Donc, il faut trouver une espèce d'équilibre entre ce qui est défini centralement, puis cette espèce d'encadrement régional-là, puis le niveau d'autonomie qui est requise dans les établissements-là. Je ne m'avancerai pas plus que ça là-dessus parce que j'ai l'occasion d'en parler à l'occasion, puis en tout cas. Bon, maintenant, à quel soutien vous êtes en mesure de vous attendre de la Fédération des commissions scolaires? Bien, naturellement, ce que la Fédé offre actuellement, c'est un service de consultation puis d'accompagnement sur mesure, donc en fonction de vos besoins. À chacune des étapes du processus, pour chacune des étapes du processus ou à des moments précis. Parce que peut-être que l'expertise ou la conseillance n'est pas requise à toutes les étapes ou pour l'ensemble du processus, mais à certaines étapes seulement. Mais si on regarde chacune des étapes, puis je sais, bon, on peut vous accompagner pour l'identification de vos besoins, le type de vos besoins en termes de planification, on s'entend, le type de démarche ou de stratégie que vous allez privilégier, le niveau de ressources que vous devez vous attendre à mettre là-dedans, là, chez vous, des gens que vous devez mobiliser autour de ça. Donc, on peut vous faire ce premier portrait-là, donc pour définir un petit peu l'offre de service, il faut partir de la demande, donc préciser, puis vous aider à préciser exactement c'est quoi le besoin puis la demande. On peut vous accompagner pour présenter la démarche aux instances concernées, vous accompagner dans la préparation des échéanciers, le développement du calendrier des travaux,
pour la réalisation du portrait de la commission scolaire, tant au niveau du diagnostic que des enjeux. Élaborer avec vous, vous accompagner dans le processus de consultation, puis on peut même aller jusqu'aux travaux d'analyse, puis de rédaction là, du document final. Alors, donc ça, c'est la géométrie variable, naturellement, l'étape la plus importante, je pense, qui est incontournable, c'est la première, c'est-à-dire c'est quoi vos besoins en termes de planification, en termes de soutien. Est-ce que c'est pour toute la démarche, pour certains aspects de la démarche? Puis qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre comme ressources là-dedans, chez vous, qui vous allez mobiliser autour de ça, quelle ampleur vous voulez donner à ce plan-là? Est-ce que, bon, là je caricature, est-ce que vous voulez strictement vous conformer à la demande du ministre ou si vous voulez en faire un grand exercice de mobilisation? Bon, ça a des impacts au niveau du reste de la démarche, puis ça vient colorer la chose. D'autre part, le deuxième volet, c'est qu'il peut aussi avoir des services qui sont beaucoup plus ponctuels. C'est-à-dire que l'ensemble de la démarche, vous pouvez très bien l'élaborer localement, puis vous pouvez demander des services conseils en disant, bien, pensez-vous que la démarche qui est là, ça a du bon sens, puis etc., etc. Donc, on voudrait juste valider la démarche. Est-ce que vous voulez réaliser des activités de lancement, prévoir des animations, une conférence, une présentation en CCG, bon, peu importe, là. Donc, il peut y avoir une activité très ponctuelle là, en lien avec le lancement de l'opération PEVR ou animation, rencontrer vos directions, rencontrer votre comité de parents, en tout cas, bon, peu importe, là, des activités très ponctuelles de communication. Ça peut être aussi une présence épisodique des consultants à différentes étapes des travaux en disant, bien, quand on aura fini telle étape, bon, on aimerait ça vous rencontrer, puis avoir un échange là-dessus, puis avoir un feedback, ou bon, pour vous nous référer des ressources, ou comme vous êtes au fait de ce qui se passe ailleurs, on est-tu dedans, on est-tu à côté, dans le champ gauche, dans le champ droit, par-dessus la clôture, regarde. Donc, présence épisodique des consultants. Ça peut être des services conseils à distance, un coup de téléphone, un courriel, est-ce que vous regarderiez tel document, pensez-vous que? Ou ça peut être aussi tout simplement de l'analyse critique, donc des consultants qui seraient comme des amis critiques, là, qui sont là pour challenger, dans le fond, là, pour remettre en question, vous questionner beaucoup, ou simplement pour vous fournir une rétroaction là, à des moments très précis. La rétroaction, je veux juste vous rappeler que ça donne ses effets, puis c'est efficace pour améliorer les choses quand c'est fourni après des épisodes assez courts et assez rapprochés. On ne donne pas une rétroaction à la toute fin, c'est un petit peu tard, parce que si vous faites dire que c'est... voilà. Alors ça, c'est... voilà. Alors, merci de votre attention. Nous avons encore des questions? Oui, allez-y. Oui. Puis, Claude, je t'inviterai à te manifester là, s'il y a certaines questions auxquelles tu aimerais apporter ton éclairage. Est-ce que tu m'entends, Claude? Elle vous entendait? Oui, Marc, je t'entends très bien, je te trouve très bon. Alors, c'est pour ça que je t'écoute. Et s'il y a des questions, évidemment, plus par rapport à ce qu'on vit comme consultant jusqu'à maintenant dans ce dossier-là, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci, Claude. On avait une question qui venait de Mme Guylaine Hébert, qui est conseillère en communication à la commission scolaire des Appalaches. Elle se demandait, en ce qui concerne la consultation des élèves, quel est le niveau d'âge des élèves consultés? La loi dit qu'il faut consulter les élèves. Écoutez, évidemment, il faudrait quasiment se lancer dans une espèce de comment je vous dirais, donc, une espèce d'exercice d'analyse pointue de la loi, puis de demander pas des avis légaux là-dessus, mais si je regarde, par exemple, consulter l'ensemble des personnels, évidemment, c'est sûr qu'on peut tous les consulter, mais généralement, on va passer par des associations. Est-ce qu'on peut passer par les conseils d'élèves? Est-ce qu'il y a un regroupement de conseils d'élèves au niveau de la commission? Est-ce qu'il y a des porte-paroles des élèves qui existent? Est-ce qu'il y a une structure qui existe qu'on pourrait consulter? Je pense que ça va être à chaque milieu de se donner une couleur. Moi, éventuellement, bon, c'est sûr que des élèves du préscolaire qui siègent, vous allez avoir un portrait complètement différent. Là. Normalement, je pense que il faut bien que les élèves sachent lire avant de se prononcer sur un document. Là. Mais ceci étant dit, je pense que chaque
groupe ou chaque organisation pourra définir quelque chose, mais minimalement, ce serait dur de ne pas consulter les élèves qui sont sur des conseils étudiants. Ce serait dur de ne pas consulter des élèves qui siègent sur des CE d'école secondaire, même s'ils vont être consultés à travers le CE aussi. Mais là-dessus, je n'ai pas de réponse pointue, mais je ne pense pas que si vous avez 6 000 élèves à votre commission scolaire, là, vous devez adresser un sondage ou louer un aréna, puis ramasser 6 000 élèves, puis y aller avec une vaste consultation avec un référendum à la fin. Il faut être réaliste là, dans le contexte de la démarche. Mais ça prend le point de vue. Le point de vue, il est requis, puis le ministre dit, bien, vous allez consulter. Nous avons une question aussi de Rénald Goudreau, directeur général à la commission scolaire Cœur-des-Vallées. Bonjour, Rénald. Monsieur Goudreau se demande, les recommandations du CCG et comité de parents ne devraient-elles pas venir avant d'avoir un projet complet plutôt qu'à la fin? En fait, écoutez, là, je pourrais te transmettre, Rénal, l'article de la loi qui est précis là-dessus. L'article de la loi dit que c'est le plan d'engagement vers la réussite qui doit être soumis à la consultation. Et c'est sur le plan à la fin que le CCG et le comité de parents peuvent faire des recommandations. Alors, à moins qu'il y ait des interprétations différentes en cours de processus, mais règle générale, c'est ça. Mais en même temps, si le comité de parents est associé très tôt à la démarche, puis que le CCG est associé très tôt à la démarche, comme tu fais dans ta commission scolaire, je ne pense pas qu'ils vont t'arriver avec une surprise à la toute fin. Là. Sinon, il y a comme un problème quelque part. Là. Mais je ne pense pas que tu auras des surprises à la toute fin. Des surprises, on peut les avoir si on n'engage pas ces partenaires-là dès le début. La meilleure façon de ne pas avoir de surprise, c'est de ne pas garder ça secret jusqu'à la fin. Là. Voilà. Nous avons aussi Mme Nathalie Legault, secrétaire générale de la commission scolaire de l'Art et des Bois. Allons-nous recevoir des indications officielles du MEES au sujet du PEVR? Écoutez, même si en vertu de l'article 459.3, le ministre il peut prescrire un certain nombre d'affaires en lien avec la démarche, au moment où on se parle, écoutez, à moins que quelqu'un m'arrive avec des informations beaucoup plus récentes, là, je pense qu'au moment où on se parle, c'est pas tout à fait clair encore du côté du ministère c'est qui le porteur du dossier du PEVR. Ça avait été plus simple à l'époque parce qu'on était en terrain connu quand la loi, pas quand la loi, mais quand le ministère avait dit on va passer par les directions régionales. Mais là, actuellement, écoutez, on est un petit peu dans le flou là-dessus. Il n'y a pas de document d'orientation par rapport au PEVR qui ont été déposés, contrairement à ce qui était arrivé avec le plan stratégique de la convention de partenariat. Il va y avoir des documents en soutien? Je peux difficilement le dire. Moi, ce que je vous dis, c'est on regarde la loi, on regarde c'est quoi les grandes étapes, et puis, de toute façon, des fois, la leçon, c'est avant d'exécuter l'ordre, on va attendre le contre-ordre, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas d'informations là-dessus, puis les gens à qui j'en ai parlé et que j'ai consulté, qui peuvent être près du ministère à certains moments, la question, c'est pas tout à fait clair encore qui va être porteur du dossier, puis je ne sais même pas s'il y a quelqu'un à date qui est au travail sur une table en train de produire un document d'accompagnement pour les milieux. La seule forme, tout ce qui existe actuellement en termes d'accompagnement, là, c'est en tout cas, ce dont j'ai entendu parler, puis visiblement, ce dont vous avez entendu parler, c'est l'offre de service de la Fédé pour tout de suite. Voilà. J'aimerais ça avoir des questions très précises, là, mais voilà. Pas des questions, votre question est précise, d'avoir des réponses précises, mais on est un petit peu dans le flou artistique. C'est la fin pour nos questions. Alors, écoutez, j'espère que ça a été agréable. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'adresser à une caméra, à Télésino, puis à un écran pendant toute la durée de la présentation. J'espère que ces informations-là vous seront utiles. Naturellement, si vous aviez d'autres questions ou si vous voulez en savoir un petit peu plus ou avoir un certain nombre de précisions au niveau des services d'accompagnement, ce que je vous invite à faire, c'est de communiquer là, directement avec Mme Annie Jonf, à la Fédération des commissions scolaires, Mme Jonf que vous connaissez. Et à partir de là,
on regardera un petit peu l'ensemble des commentaires puis de vos questions supplémentaires qui pourront survenir. Et avec Annie puis avec Claude, j'essaierai de mettre sur la table mon petit bout de génie personnel, puis en mettant en collaboration, à contribution celui des autres, là, pour qu'on puisse répondre avec vous. Essentiellement, ce que je dirais en conclusion, je pense qu'on ne vous offre pas nécessairement une démarche qui est déjà en boîte, là, qui est déjà cannée. Ce n'est pas un PEVR IKEA qu'on vous propose, mais c'est plutôt quelque chose qui est sur mesure. Donc, je pense que le rôle de conseillance, le rôle de consultation, il y a un focus important qui doit être mis au niveau de la première étape, c'est-à-dire c'est quoi vos besoins, comment vous voyez ça, jusqu'où vous voulez aller, comment vous voulez définir le travail, puis c'est quoi l'ampleur que vous voulez donner à cette opération-là, puis éventuellement, bien, là, on sera capable de travailler avec vous là, en fonction des besoins et des questions que vous aurez. Alors, Claude, tu pourrais, je vais te laisser le mot de la fin, Claude. Alors, écoute, Marc, non, mais enfin, moi, je pense que c'est une opération, c'est très clair, puisque tu as présenté. Je pense que c'est complet et clair. Moi, comme quand j'étais DG, j'aurais apprécié avoir cette présentation-là. Donc, l'essentiel est là. Et comme tu le dis, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre aux besoins de chacune des commissions scolaires en fonction aussi d'expérience dans le domaine d'élaboration de ce type de document légal, hein, parce que ça sera un document légal. Donc, si les gens ont besoin d'aide, je pense qu'en équipe, on est une équipe à la fédération et puis on essaiera de répondre vraiment dans le sens de ses besoins. Merci. Alors, moi, j'en profite pour remercier Marc d'avoir pris la responsabilité de faire ça. Bien, mon plaisir. Écoutez, Claude, je disais, je te donnais le mot de la fin, c'est pas tout à fait vrai, là. Mais pour nous aider pour la suite du travail et pour réfléchir un petit peu, naturellement, on vous invite à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'évaluation qui est disponible en ligne et à nous le faire parvenir parce que vos commentaires sont vraiment là, importants pour nous, pas juste votre appel, là, mais vos commentaires sont vraiment importants pour nous parce qu'à partir des commentaires, on pourra peut-être faire des ajustements ou à travers les commentaires, bien, vous pouvez y aller de questions supplémentaires. Des fois, c'est des questions qui ne nous viennent pas en cours de présentation, mais qui, en discutant, parce que je sais que vous n'êtes pas seul devant votre écran, il y en a beaucoup, vous êtes plusieurs devant un écran. Là. Alors, pas oublier de remplir ça. Ça va m'être utile. Ça va être utile à Claude, ça va être utile à Annie. Ça va être utile aux gens là, autour de nous là, qui vont nous soutenir dans cette démarche-là. Alors, merci beaucoup encore une fois. Merci Claude d'avoir été là. Puis merci à la Fédé d'offrir ça à ses écoles, à ses établissements, à ses commissions scolaires. Merci beaucoup. Puis à la prochaine. Là, je vais faire comme la madame Lénina, je vais ramasser mon papier pendant que la caméra fonctionne encore pour avoir l'air d'un gars occupé.